Kilomètre zéro, un podcast qui explore la mobilité post-Covid, présenté par Francis Demoz. Si la crise sanitaire que nous traversons ébranle notre quotidien, elle interroge aussi sur ce que signifiera être mobile demain. Quelles conséquences sur nos déplacements et plus largement sur notre manière de vivre? Sommes-nous au kilomètre zéro? C'est ce que nous allons ensemble explorer dans cette série d'entretiens. Bonjour Vincent Kaufmann. Bonjour. Vous êtes sociologue et spécialiste des questions de mobilité, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, directeur scientifique du forum Vie Mobile. Et nous allons avec vous explorer le temps, ou en tout cas ses nouvelles configurations. Vous venez de signer avec 149 hautes personnalités une tribune publiée dans le quotidien Libération et intitulée « Pour un droit au temps ». En quoi cette crise sanitaire que nous venons de traverser a-t-elle modifié le rapport au mouvement et au temps? Pouvez-vous nous expliquer? Oui, alors je crois que cette expérience du confinement nous a tous beaucoup marqué, un peu à travers toute l'Europe, et puis même plus généralement dans le monde. Hein. Ça a considérablement impacté nos modes de vie, même au-delà de la mobilité. On a eu ce développement massif du télétravail. On a la population qui s'est remise à faire la cuisine, notamment en France. Hein. C'est ce qui ressort notamment d'une étude qui a été menée par le forum Vie Mobile sur le vécu du confinement. Donc voilà, télétravail massif, on se remet à cuisiner, on apprécie peut-être d'avoir un peu plus de temps à consacrer à ses proches. C'est quand même des expériences positives aussi, c'est pas que négatif, même si associé à tous ces facteurs, il y a un accroissement des inégalités. Puis je crois qu'en arrière-fond, il y a fondamentalement une chose, et ça permet de faire le lien avec la tribune de Libération, c'est que ce que les Français, plus généralement les Européens, ont beaucoup apprécié, c'est qu'ils ont retrouvé la maîtrise de leur rythme de vie. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément essentiel. Et ça, voilà, je crois que Alors, justement, dans cette tribune, vous demandez, en tout cas, que la dimension temporelle dans les futures politiques publiques soit inscrite. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? C'est quoi ce droit au temps? Alors, je crois que derrière ce droit au temps, il y a un impensé des politiques publiques. Si on prend l'exemple des politiques de développement urbain ou des politiques d'urbanisme, c'est des politiques qui sont très largement associées à l'espace. On pense la spatialisation des activités, mais on pense peu leur rapport au temps. Alors il y a eu des tentatives, il y a eu les bureaux des temps dans les années 90, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été menées notamment en Italie sur les temps de la vie quotidienne, mais c'est un peu resté lettre morte. Et je crois que avec la période actuelle, on voit l'importance de cette question du temps, de maîtriser son temps. C'est très associé à la qualité de vie pour beaucoup de gens, maîtriser son rythme de vie. Ça, c'est aussi quelque chose qui était ressorti dans une étude internationale qu'on avait menée aussi avec le forum Vie Mobile sur les modes de vie souhaités auxquels la population aspire. Et on avait constaté dans cette recherche que en fait, il y a une aspiration très large dans la population à avoir des rythmes un peu moins soutenus, un peu plus associés à la proximité dans sa vie quotidienne. Et donc ça renvoie vraiment fondamentalement à la question du temps. Et voilà, je crois que c'est un peu l'idée de cette tribune, c'est de remettre un peu à l'agenda cette question du temps. C'est aussi une question de recherche. Avec un collectif, on a récemment publié un petit livre sur les saturations qui caractérisaient en fait jusqu'à une période très récente nos vies quotidiennes. Et donc c'est un livre paru aux éditions Elia, qui est une petite maison d'édition grenobloise, qui s'inscrit un peu dans le sillage de la rythme analyse d'Henri Lefebvre, et qui essaie de la traduire, de la dimensionner en termes d'enjeux de recherche contemporains et empiriques.
On voit bien, vous l'expliquez bien, on a vécu des inflexions un peu soudaines à la fois, vous l'avez dit, dans nos modes de travailler, dans notre manière de nous déplacer, dans notre manière de consommer, d'habiter. Mais est-ce que toutes ces mesures ne risquent pas d'être juste transitoires? Comment est-ce que on peut les ancrer dans une nouvelle manière de faire? Mais bon, alors c'est toujours très difficile quand on est au milieu de la rivière de savoir comment sera l'autre rivage. Mais moi, je dirais, il y a un peu deux grandes hypothèses. Hein. C'est l'hypothèse de la plasticité ou l'hypothèse de l'élasticité. On pourrait imaginer tout d'abord, si on prend l'hypothèse de l'élasticité, que on est dans un phénomène qui est élastique, c'est-à-dire qu'on va revenir à l'état ex ante une fois que ça sera terminé, comme un élastique revient à sa forme initiale. Ça, c'est tout à fait possible. L'autre hypothèse de la plasticité, c'est de se dire, on a vécu un certain nombre de choses pendant cette période, et plus la période d'ailleurs est longue, et plus il y a des chances qu'on soit dans un phénomène qui a une certaine plasticité. Donc, on a vécu un certain nombre de choses, et puis on a envie d'en garder certaines de ces choses parce que c'est une expérience positive. Et donc, on transforme son mode de vie. C'est en ce sens-là qu'on peut parler de plasticité. Et on peut imaginer peut-être que le télétravail, ça reste. Peut-être que le rapport à la proximité dans son quartier, ça reste. Les contacts sociaux avec des gens qui habitent dans le voisinage soient un peu plus fréquents. Peut-être les déplacements lointains, un peu moins... enfin, peut-être remis en question partiellement. Enfin, voilà... Toutes ces choses sont possibles, mais c'est très difficile de les affirmer avec certitude au jour d'aujourd'hui. Sur votre dernier propos à propos des déplacements, justement, à propos du temps et de l'espace, vous avez développé il y a quelques années un concept qui s'appelle le concept de motilité, pas mobilité, un concept de motilité qui permet une notion finalement qui permet de mesurer aussi bien l'aptitude au déplacement rapide et lointain que vous venez d'évoquer, ou au contraire l'aptitude à l'ancrage. Là aussi, vous allez me dire, au milieu de la rivière, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, mais selon vous, vers quel type de mobilité allons-nous désormais aller? Plutôt une mobilité rapide et lointaine, ou plutôt cette démobilité ou ce retour à l'ancrage? Alors oui, donc la motilité, donc c'est une notion, enfin c'est une notion qui est issue en fait au départ de la biologie. Hein. C'est courant de parler de motilité en biologie que j'ai d'une certaine manière importé avec d'autres en sciences sociales. Je crois que la première mention en sociologie du terme de motilité est due au sociologue britannique Zygmunt Bauman, début des années 2000. Donc l'idée, c'est de dire, on a tous des aptitudes à se mouvoir qui peuvent être assez différentes, et c'est des ressources qu'on a pour l'insertion sociale. C'est même devenu peut-être quelque chose qui est assez important dans l'accès à l'emploi. Alors on a effectivement beaucoup travaillé sur cette question de la motilité ces dernières années, et il apparaît que cette motilité, elle est assez diversifiée. Il y a effectivement certaines personnes sont douées d'une motilité qu'on a qualifiée de motilité réversible. C'est l'idée d'aller vite, loin et souvent, et de revenir facilement. Hein, donc c'est associé à une certaine forme de sédentarité, c'est-à-dire on a un logement, un ancrage assez fort dans un lieu. Et puis, si on doit se déplacer, on se déplace par des moyens de transport rapides, l'avion, le TGV, la voiture, et puis on revient, on a cette espèce de port d'attache, mais on n'envisage pas forcément beaucoup de migrer. Et donc ça, c'est une motilité qui est assez répandue, qui est très valorisée dans notre société. Elle est associée, je dirais d'une certaine manière, à une espèce de norme. Voilà, c'est aller vite, loin et souvent est quelque chose qui est valorisable sur le plan professionnel, d'avoir eu des expériences. Quand vous êtes dans le monde académique, par exemple, voilà, si vous avez réussi à placer une communication dans un colloque prestigieux à Tokyo, voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans un curriculum vitae. C'est le fait que ce soit loin, c'est le fait que vous ayez été invité, que vous ayez été retenu, etc., qui est important. Donc il y a cette valeur associée à cette réversibilité. Mais la motilité, c'est aussi l'aptitude à la migration. Et ça, c'est peut-être l'autre versant. Donc l'aptitude à se déraciner d'un endroit et s'enraciner ailleurs.
de façon beaucoup plus irréversible, hein, si on oppose mobilité réversible et irréversible. Et ça, c'est des formes de mobilité qui sont peut-être moins valorisées. L'essor des mobilités réversibles, aller vite, loin et souvent, quelque part, c'est fait un peu par opposition à l'irréversibilité. C'est de se dire, tu vois, si je trouve du travail à Lyon et que j'habite Paris, si je peux me permettre financièrement d'être birésident et de prendre le TGV et de pas déménager, je vais le faire. Ça, c'est des comportements qu'on voit très très souvent pour 1000 raisons. C'est associé à la biactivité au sein des couples, c'est associé à des ancrages qu'on peut avoir avec des lieux, avec des cercles d'amis, etc. Et donc voilà, donc c'est un phénomène assez riche. Et ce phénomène-là, cette injonction finalement à la mobilité qu'on connaissait avant la crise, est-ce qu'elle va selon vous perdurer, se développer, se poursuivre, ou au contraire se modifier? Alors ça, c'est la question que vous me posiez. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai l'impression, mais ça aussi, c'est toujours difficile de faire Madame Soleil, disons. Mais j'ai l'impression que cette injonction à la mobilité réversible, elle est un petit peu remise en cause par la crise actuelle. Puis elle est aussi remise en cause par ce dont on parlait juste auparavant, c'est-à-dire par le fait que une large part de la population souhaiterait pouvoir maîtriser davantage son rythme de vie, voudrait peut-être avoir davantage de la maîtrise de son temps, être davantage dans des modes de vie marqués par la proximité. Et donc, voilà, on peut tout à fait imaginer que cette injonction mobilité réversible qui est associée à la motilité, voilà, cette aptitude à jongler avec les réseaux, avec les différentes possibilités qu'on a, elles perdent en importance au profit peut-être de cette aptitude à la migration, ou plus précisément au déracinement et au réenracinement ailleurs, parce que quelque part cette capacité de déménager vraiment, de dire quand je trouve un travail à 150 km de là où j'habitais avant, je déménage dans cette localité et j'y reconstruis ma vie dans la proximité. C'est peut-être quelque chose qu'on est en train de redécouvrir. Vous êtes, je le précise, en Suisse, à Lausanne. Par rapport à votre pays, est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans ces temps de crise entre la France et la Suisse dans la gestion de ces nouvelles manières d'habiter, de vivre, de se déplacer, avec des conséquences différentes, ou tout le monde on est dans une globalisation? Alors bon, la Suisse n'a pas été complètement confinée, il n'y a pas eu de confinement strict. Donc il y a eu la Suisse est un pays marqué par le protestantisme dans sa culture, donc on tient toujours un discours, très souvent les discours politiques en appel à la responsabilité individuelle. Donc ce qui a été dit par le Conseil fédéral, c'est confinez-vous, ne vous déplacez pas, mais on va pas aller vérifier. On compte sur vous. Voilà les règles du jeu, et on attend de vous que vous les respectiez. Et ça, globalement, assez bien fonctionné. Donc ça, c'est sans doute c'est une différence qui dépasse les différences France-Suisse. Je pense que on pourrait faire l'exercice pour chaque pays européen par rapport à ces questions-là. Après, sur l'impact que ça a eu, la Suisse, c'est un pays assez petit. Géographiquement, c'est un pays très urbain, contrairement à l'image d'Épinal qu'on peut en avoir. La Suisse, c'est d'une certaine manière une grande région urbaine multipolaire qui va de Genève à Saint-Gall, avec une grosse ville tous les 30 à 50 kilomètres. Donc, dans ce type de dispositif spatial, vous avez énormément de ce qu'on appelle en Suisse la pendularité de longue distance, c'est-à-dire de gens qui habitent dans d'autres agglomérations que celles où ils travaillent. Et donc, c'est peut-être ça le changement massif, c'est que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va remettre en cause ce fonctionnement en réseau? Est-ce qu'on va se remettre à déménager? Ou est-ce que le télétravail va se généraliser? Est-ce que la pendularité va se poursuivre? La Suisse, c'est un pays où on utilise beaucoup le train dans la vie quotidienne.
les pendulaires de longue distance, quand vous travaillez à Berne et que vous habitez Zurich, voilà, la plupart des gens font le déplacement en train et utilisent le temps de trajet pour travailler. Les conditions de transport permettent souvent, enfin généralement, d'avoir une place assise. Donc, est-ce que ces modes de vie-là vont perdurer? Est-ce qu'ils vont être remis en question? C'est vrai que c'est des grandes questions qui se posent. Alors, avec une acuité, je pense, particulière à la Suisse, parce que ça fonctionne complètement en réseau, la Suisse. Revenons alors justement sur vos travaux et ils portent notamment sur évidemment les questions d'inégalité en matière de mobilité. Et là, la crise a mis en évidence un certain nombre de vulnérabilités. Quels sont, selon vous, les ressorts pour modifier peut-être le modèle de société sur ces questions d'inégalité liées à la mobilité? Bon, il y a certainement un aspect dont on a déjà commencé à parler, c'est cette injonction à la mobilité réversible, hein, qui est socialement assez située. C'est-à-dire que pour pouvoir aller vite, loin et souvent, il faut avoir quand même un porte-monnaie relativement confortable. Le TGV, c'est pas gratuit. Voilà, la voiture, ça coûte quand même cher quand vous commencez à prendre l'autoroute sur beaucoup de kilomètres. L'avion low cost, qui était lui bon marché, on peut se poser la question de savoir s'il va reprendre comme avant, c'est pas certain. Et donc, c'est vrai que même à l'échelle européenne, on peut imaginer la remise en question d'un certain nombre de modes de vie qui s'étaient développés. Je pense en particulier, par exemple, dans une recherche qui, là aussi, avait été soutenue par le Forum Vie Mobile sur les grands mobiles en Europe. Voilà, on avait identifié, par exemple, une population de gens qui habitent en Pologne et qui en été sont en Espagne pour aller ramasser des fraises et retournent en Pologne quelques mois plus tard. Leur moyen de transport, c'est EasyJet. Et puis, avec les différences de niveau de vie, de niveau de salaire, finalement, ils arrivent à vivre assez bien avec ça. S'il n'y a plus EasyJet, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, comment ça va se recomposer? Voilà, ça c'est vraiment des questions. L'accès à la réversibilité, il est assez inégalitaire. Il pourrait le devenir encore davantage si un certain nombre de moyens de transport bon marché disparaissent ou deviennent plus chers. Donc là, il y a une première dimension certainement. Il y en a une autre qui n'a pas directement trait à la mobilité, mais moi qui me semble essentielle, c'est la question du logement. Et il y a eu on parlait de la Suisse tout à l'heure, il y a eu un arrêté du tribunal fédéral suisse qui a été publié il y a à peu près 10 jours et qui est assez instructif de ce point de vue-là. C'est que c'est un salarié qui a demandé à son entreprise qui l'obligeait à télétravailler de participer au paiement de son loyer. Et le tribunal fédéral lui a donné raison après recours de l'entreprise. Et ça montre une chose, c'est que voilà, je crois qu'on est dans une période où si le télétravail se développe ou se maintient, il y a ce type de question qui va émerger. Alors c'est la question d'avoir la pièce supplémentaire pour pouvoir travailler. Donc c'est la question de l'espace résidentiel, c'est la question de savoir qui paye cette pièce supplémentaire. C'est la question aussi au niveau architectural de comment est-ce qu'on conçoit des logements. C'est-à-dire on est quand même dans une architecture d'intérieur depuis en tout cas une quarantaine d'années qui est faite de grandes ouvertures. Un bel appartement, c'est un appartement où les pièces se répondent avec des ouvertures. Vous avez la cuisine qui coule dans le salon, etc. Évidemment, quand vous devez télétravailler, puis que votre compagnon ou votre compagne télétravaille aussi, puis que vos enfants, si vous en avez, ils ont l'école en ligne, on se gêne énormément dans des espaces ouverts. Et donc, ça peut aller jusqu'à amener à reconsidérer la manière dont les logements sont créés. Puis on retrouve peut-être le charme des pièces fermées où on peut vraiment isolé. Voyez, ça pose toutes ces questions-là, évidemment en lien avec les inégalités, parce que qui dit pièces supplémentaires, qui dit isolement possible dans un logement, dit grand logement. Donc voilà, il y a plein de choses, je crois, hein, qui font écho à cette question des inégalités et de comment ça pourrait se recomposer. Donc, si j'entends bien, le télétravail pourrait contribuer aux inégalités. Certainement que le télétravail pourrait contribuer aux inégalités. Alors, en lien avec les conditions dans lesquelles les gens télétravaillent, qui sont extrêmement différentes. Moi, à l'école polytechnique à Lausanne, on télétravaille depuis 2 mois, comme dans énormément d'entreprises. Moi, j'ai découvert beaucoup de cuisines de mes collaborateurs et collègues, parce que c'est le seul endroit parfois où on peut travailler, où on peut s'isoler. Voilà. Donc ça montre. Et d'autres collègues, voilà, ne sont pas dans leur cuisine, ils ont une pièce dédiée. Donc on voit bien. Et puis
on sent bien aussi que c'est associé à la position socio-professionnelle, ces choses-là. Ça, c'est absolument clair. C'est-à-dire par l'intermédiaire du revenu. Donc, il y a cet aspect-là. Par rapport au télétravail et aux inégalités, il y a aussi toutes les professions où, par essence, on ne peut pas télétravailler. Et ça, faut pas l'oublier. Ça représente quand même à peu près un tiers des emplois en volume, en tout cas, si c'est pas davantage. Et donc voilà, ça c'est aussi une question qu'il faut se poser. Mais oui, je crois, pour vous répondre, que le télétravail est porteur d'inégalités sociales et spatiales et de nature peut-être à les renforcer. Merci Vincent Kaufmann pour cet éclairage au milieu de la rivière. Merci d'avoir exploré pour nous cette mobilité post-Codive. Prochaine exploration très bientôt dans un nouveau numéro de Kilomètre Zéro. Merci beaucoup.